J'ai 17 ans et demi, j'arrive à Alger pour être en Hippocagne. J'arrive dans une ville que je ne connais absolument pas. Je vais être au lycée Bugeaud. Ma mère ne voulait pas que j'aille à l'université, donc ma tante m'avait dit « t'as qu'à dire Hippocagne ». Le lycée Bugeaud est uniquement de garçons, sauf dans les classes prépa où c'est mixte. J'allais très souvent à la bibliothèque municipale, qui était dans un très beau palais, qui est maintenant le musée des arts traditionnels. Là, je venais travailler les auteurs, etc. Et d'habitude, quand je sortais, je prenais toujours une pâtisserie, parce que j'adore les pâtisseries. Je sors en novembre 54. Je vois sur le journal, qui était opposé, ça devait être l'Écho d'Alger, il y avait la Toussaint Rouge. Temps de mort, enfin bon. Alors moi, je ne comprenais pas, je ne savais pas de quoi on parlait. Non. Et en fait, pour moi, c'est le début de ma guerre d'Algérie. Je suis les études d'Hippocagne et je suis une des rares à ne pas être reçue, donc je suis recalée. Ça a été le drame de mes camarades, ils ne comprenaient pas. Furieuse, je pars à Oran, où sont mes parents. Et je décide, à partir de ça, de ne plus jamais passer d'examen. J'ai décidé, donc j'avais cette fois 18 ans. Et je décide de rentrer comme enseignante par la petite porte, c'est-à-dire suppléante. Mes parents étaient enseignants, mon beau-père était directeur d'école, maman était institutrice, je suis d'une famille d'enseignants depuis plusieurs générations, que ça soit maternelle ou paternelle. Je deviens ce qu'on appelle une suppléante. Je suis dans une école qu'on appelait dans le village nègre. J'ai des garçons, 50 garçons. Pour la première fois, l'école est encerclée par soit des dockers, soit ça. L'école est en comment dirais-je, en effervescence, tout le monde est colère. Et moi, je suis une des rares, où personne ne bouge, les élèves, etc. Parce que j'ai cette sorte de caractère, c'est-à-dire que je suis très froide quand il y a un drame, etc. Je suis capable de gérer vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'après, je ne sois pas bien. On est exfiltré de l'école et je redescends, donc je retrouve mes parents inquiets comme tout, parce qu'ils se demandaient... Eux avaient eu écho de ce qui se passait. Ce qui se passait, et eux, il n'y avait rien qui bougeait dans le quartier, oui. Ça, mais c'est là. Et donc, bon, on retourne à la maison, content d'être tranquille, mais l'inspecteur nous téléphone à mon beau-père qui était directeur, qu'il fallait l'après-midi retourner en classe. Mon beau-père m'accompagne depuis le bas de la tout le long de la route, de la rue. Tout était fermé. Tout. Les rideaux baissés, les magasins. Et mon beau-père me dit « Redresse-toi, Noël. Redresse-toi. » Parce que derrière toutes les fenêtres, et tu es là. Tu es l'enseignante de leurs enfants. Donc, tu montres que tu n'as pas peur et que tu es. Donc, on est arrivé à l'école, bon, il a fallu se faire ouvrir. Et voilà. Voilà mon premier, si vous voulez, ma première rencontre avec ce qui allait être, ce qu'on a appelé les événements. Moi, j'ai toujours dit la guerre d'Algérie. Je me marie en juillet 56. J'ai pas 20 ans. Mon mari, venant de Mayenne, est nommé pour moi. Il abandonne tout ce qu'il a pour être nommé intendant universitaire à Sidi Bel Abbès. Donc d'Alger, Oran, Sidi Bel Abbès. J'arrive à Sidi Bel Abbès, j'ai pas 20 ans. Je vais avoir 20 ans. Donc j'ai une année déjà de pratique. Ça, et je suis nommée dans une école près dans le quartier européen, Sidi Bel Abbès,
c'est la cité des légionnaires. Oui. Je suis nommée dans une école qui est dans le quartier européen, Oui. qui est pas loin de là, et donc pour passer le CAP. Je passe donc le CAP, et l'inspecteur, c'est monsieur Boudjachi. C'est un inspecteur algérien. Oui, oui. Personne ne dit rien, je passe le CAP, j'ai une très bonne note, etc. Donc les enseignants sont contents, me félicitent, enfin tout le monde se... Donc je suis titulaire. Mais cette fois, on me nomme dans le village nègre un poste à l'école Molière. J'ai donc une classe de CE1 ou CE2, je ne me rappelle plus, avec 50 garçons encore. Les parents me disent, je te le donne, c'est mon fils. C'était ça. Et j'ai eu les élèves que des garçons. Et c'est là où je suis confrontée encore avec le racisme. C'est-à-dire que l'infirmière qui vient dans les classes, elle rentre chez moi et elle me dit, excusez-moi, ça pue chez vous. C'est dégueulasse. L'infirmière. À ce moment-là, je ne parlais pas beaucoup, je ne disais rien. Et là, j'interviens. Je dis, madame, ici, moi, je ne sens rien. De toute façon, tous mes élèves dorment sur une peau de mouton. Ensuite, l'eau est chère. Voilà tout ce que j'ai dit. Donc, je continue. Bien entendu, j'étais la seule qu'on pouvait dire française. Oui, enfin, oui, vous voyez, j'étais pas pied noir du tout, donc vous voyez. Et c'est au moment du putsch des généraux, toute l'école est en effervescence, ravie, etc. Et je dis, parce qu'il y avait un enseignant, un de mes collègues, qui s'appelait Cohen. Et je lui dis, Monsieur Cohen, je suis très étonnée que vous soyez ravi, parce que il n'y a pas très longtemps, les panneaux étaient « Ici, on ne reçoit pas les juifs ni les arabes ». C'est tout ce que je dis. Et à ce moment-là, mon mari, qui était intendant du lycée, parce que j'étais enceinte, maintenant j'allais toujours en vélo. Aller, retour, 4 fois, puisque je venais des fois déjeuner, etc. Et quand j'étais enceinte, je pédalais, etc. Et ça devenait assez difficile, de plus en plus difficile. Donc mon mari demande que je sois rattachée au lycée Leclerc et que je sois, j'ai été nommée professeure de français. Il faut savoir aussi que pour lire Le Canard enchaîné, Le Monde et Le Nouvel Observateur que nous lisions, que je lis, il y avait d'énormes poids sur ces journaux. C'est-à-dire que pour acheter ou pour prendre, il fallait qu'on enlève devant tout le monde, vous imaginez, c'est pas n'importe quel journal. Et plus ça allait, à Sidi Bel Abbès, l'OAS prenait du pouvoir. Mais c'était, à la limite, je dirais, c'était des jeunes, à la limite presque de la délinquance. Ils sont venus chez moi pour que je prenne ma carte de l'OAS. Donc pendant 2 fois, j'avais 22, 23 ans. J'ai dit non. Pendant 2 fois, j'ai dit, j'ai pas de monnaie, etc. La 3e fois, mon mari me dit, Noël, il y a 2 solutions. Soit tu ne veux pas qu'on paye à l'OAS, à ce moment-là, on est plastiqué et on doit partir. Si tu acceptes de payer, je peux, moi, parce qu'il travaillait dans un truc gaulliste, pour à ce moment-là, le général de Gaulle, c'était... Donc il m'a dit, à ce moment-là, je peux continuer à travailler Noël. Donc j'ai payé l'OAS. Pour moi, ça a été terrible. Un crève-cœur. Terrible. J'ai eu ce reçu pendant très longtemps. Oui, vous ne l'avez pas retrouvé, vous dites. Je l'ai pas retrouvé. Et c'est terrible, ça. Parce que comment ça se fait
que dans tous les documents que j'ai, celui-là, c'est... Bon, il y a eu ça. Et donc, il y a eu, pendant cette période-là, on allait à Bouenifia. Parce que mon mari connaissait très bien le directeur de Bouenifia. Puis on était les seuls Européens. On était très gâtés par les Algériens. On avait le thé, le café, tout ça, on ne payait rien. Et là, je vais vous dire là, puisque c'est Bouenifia, mais je reviendrai après. Bouenifia, au moment du cessez-le-feu, sont descendus de toutes les montagnes qui entouraient Bouenifia des hommes en djellaba blanche. Ça vous a marqué, hein, cette image? Ça, je ne peux pas l'oublier. On ne peut pas oublier ça. Imaginez, ces hommes en leur djellaba blanche sont descendus pour montrer, si vous voulez, ce qu'il y avait. Je trouve ça, avoir vécu ça, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et en plus, on était les seuls Européens entourés, etc. Pendant cette année-là, on avait une chienne qui était une Doberman. Et elle avait besoin de beaucoup courir. Donc il y avait un ami prof qui courait, qui la prenait et qui l'emmenait pour marcher dans la forêt parce qu'il y avait une forêt pas loin. Et ce professeur a rencontré des gars du FLN qui étaient là. Après, il a été enlevé. Il est revenu. Et les gars lui ont dit, parce que c'était un grand marcheur, donc il était suivi. Et puis il devait sans doute faire toujours le même parcours, donc il avait été repéré. Les gars leur disent, parce que j'avais eu ma petite fille, Muriel, qu'on mettait dans une nacelle, elle n'a jamais rien dit, elle était contente, etc. Donc dans la forêt, on la posait, puis on allait se balader. Tranquillement, oui, sans vous inquiéter, sans avoir la moindre source d'inquiétude. Et les gars du FLN ont dit à ce professeur, qui sont ces personnes qui ont une panhard bleue et qui laissent leur petite fille seule dans sa nacelle, etc. Ils étaient bien renseignés. On s'est dit, on est complètement inconscient. Vous imaginez? Le message était bien. Ils avaient voulu vous faire passer un message. Oui, mais en même temps, je pense aussi une certaine, je ne sais pas comment dire, de leur part, quelqu'un qui venait, qui laissait ça fait une sorte de confiance. Aussi. C'est ça. Et quand on allait, on appelle ça le Tessala, c'était une petite montagne, etc., pour chercher des asperges. Notre petite fille est revenue, elle avait dans les mains, la photo, elle avait des culots de grenades. Pendant que j'étais là, l'adjoint du surveillant général, c'était un Algérien, s'est confié à mon mari en disant qu'il était très inquiet. Mon mari lui a prêté son revolver qu'il avait en tant qu'intendant. Et cet Algérien est tué. Il est laissé sur le trottoir. Je vais chez le coiffeur, les paroles de chez le coiffeur, vous savez, là, et j'entends, sur le trottoir, il y avait un Arabe qui était là, et il avait un revolver. Et je dis, j'interviens. Vous saviez qui parlait de ce monsieur, de cette surveillant général, surveillant qu'on connaissait. Je dis, je suis étonnée, mais on a laissé agonir ce monsieur sans lui prêter assistance. Et vous savez ce qu'on me répond? Un chien, oui. Un arabe, non. Vous imaginez? Je suis rentrée, j'étais livide. Mon mari, je lui raconte.
Et un problème se pose, parce qu'il y avait ce revolver. Oui. Le proviseur, M. Dacier, mon mari lui dit, il était le maire aussi de Sidi Bel Abbès. D'accord, ok. Et mon mari lui explique, en juin 62, je décide de partir, mais mes parents étaient à Oran à ce moment-là, dans une école de cartographe, etc. Mon beau-père était directeur, maman, etc. Ils sont partis peut-être un mois ou deux avant. Ils ont rejoint le sud-ouest où ils avaient acheté une maison, etc. Oui, c'est pas la situation. Enfin, ils ont peut-être été encouragés à partir, peut-être avancer leur. Parce qu'après, ils ont eu tous leurs meubles brûlés, mais pas par l'ouest. J'entends tout le temps les casseroles, le tititi. C'était insupportable. On entendait des bruits. Des balles, des choses comme ça. Voilà, donc je décide de partir. Mais je pars avec ma fille le mois de juin 62. Mon mari m'emmène à ce qu'on appelait la Sénia. En fait, je pars avec une valise ou deux, je ne me rappelle plus, dans laquelle on avait mis des livres et puis pas de vêtements, parce que les vêtements, je puis des photos peut-être. C'est là que vous dites que vous apprenez à savoir ce que c'est prendre l'essentiel quand on voyage ou quand on s'en va. Oui. En fait, c'est là où on voit qu'est-ce qui était essentiel pour vous. Et en plus, les vêtements, non, les avas. J'arrive à la Sénia, à l'aéroport. Oui, c'est ça, parce que à Oran, il n'y avait pas 15 000 solutions, c'était soit le port, soit l'avion. Et l'avion, mais c'est quelque chose, c'est là où j'ai compris ce que c'était qu'être exilé, si vous voulez. Moi, j'avais ma petite fille, elle est née en 59, donc elle avait 4 ans, même pas, 3-4 ans. Et puis, je suis arrivée. J'avais mes 2 valises, j'avais rien prévu, j'ai cru j'allais prendre l'avion tout de suite. Donc il y a eu, plus vous attendez, plus vous devenez sale, plus l'aéroport devient épouvantablement sale. Et j'avais rien, donc Muriel, elle se met à pleurer parce qu'elle avait faim. Donc il y a quelqu'un de très gentil qui me donne là. Et chaque fois que je me présentais pour embarquer, refoulée. J'étais refoulée parce qu'il y avait d'autres personnes qui se mettaient devant, etc. Donc à la 3e fois, il y a un jeune militaire qui me fait passer, qui a trouvé que ça suffisait, etc. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui pousse, etc. Oui, et puis vous avez passé comme 30 heures, vous le dites Oui, j'étais toute jeune. Et en fait, on prend donc l'avion, on arrive à Marseille, je prends le train pour aller jusqu'à Montauban, et là mes parents nous accueillent, la chance qu'eux avaient une maison, et là un télégramme m'attendait de mon mari. Il y avait marqué « Lycée brûle, réfugié Douanifia ». Mon mari a été sorti par les mitraillettes de l'OAS du lycée. Un lycée pour lequel il avait tellement donné, jamais remis. C'est le FLN qui l'a accueilli à Bonifia, avec notre chienne Cybèle. Et nous nous sommes aperçus après que les Français, quand on leur a parlé de la guerre d'Algérie, ça ne les intéressait pas. Nous avons décidé de ne plus jamais parler de l'expérience qu'on venait de vivre. Parce que quand on en a parlé... C'est un non-événement. Oui, un non-événement. Voilà le mot. Non-événement. Cette guerre d'Algérie m'a marqué beaucoup. Parce que c'est le début, j'étais tout à fait naïve et puis on n'avait pas une formation politique, ni rien du tout. Donc j'ai compris ce que c'était. Parce que pour moi... je suis née à Madagascar, mais après, mon père est décédé, j'avais 3 ans. Donc maman est partie et
on est reparti au Sénégal avec ma mère, etc. Donc pour moi, c'est les Afriques, si vous voulez, je suis... Donc, je vois pas la couleur des... si vous voulez, je vois pas que ce soit un Africain, quelqu'un d'autre. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Donc, cette fois, ça va être 63 à 65. Mon mari est nommé inspecteur adjoint des finances, il avait un poste. Hein. Et moi, je suis nommée enseignante dans l'école Fougerou, c'est-à-dire une école qui dépendait de la Bouzaréa, de l'école normale. On me donne un cours préparatoire, des garçons, bien sûr, j'ai toujours des garçons. J'ai pour collègue une femme d'une beauté, pas d'une beauté de ça, mais qui avait connu Jean Amrouche et qui était pas institutrice, elle était instructrice, vous savez. On sympathise. Elle me dit qu'elle connaît un peintre et si ça m'intéressait, c'est Mesli Choukri. Donc je vois pour la première fois un atelier de peintre. Et là, pour moi, c'est véritablement une sorte d'éblouissement de genre. Et je lui achète un tableau. J'ai été sa première acheteuse. D'ailleurs, c'est une vue d'Alger qui me rappelait Camus. Comme j'ai été sa première acheteuse, il m'a offert La guerre d'Algérie. J'ai un autre petit tableau. En novembre 63, la première exposition des peintres algériens se fait donc. Et Mesli m'invite, et c'est le président Ben Bella qui devait inaugurer ce vernissage. Et moi, je voulais acheter un tableau de Mesli dans les rouges, etc., sur les femmes. Et il a dit non, vous achèterez un tableau de Guermaz. Bella arrive et il prend dans ses bras ma petite fille, qui l'élève, etc. Une Française, hein, on était les seuls, les Françaises. Les peintres sont stupéfaits parce que, bien sûr, au lieu de... Il en oublie l'inauguration, c'est ça? Je quitte Fougerou. Mon mari, cette fois, a un logement de fonction qui est à Ben Rouila. Donc, après l'université. Donc, et je retrouve l'inspecteur Boudjadji, qui était là. Qui vous avait effectivement fait passer le CAP. Donc, vous voyez que ça faisait un moment quand même. Très intéressant, parce qu'il me dit que Mohamed Ben Tib était son gendre. Et cette fois, moi, je suis nommée dans une école expérimentale. On me donne 15 ans, je ne me rappelle plus, un lot d'enfants non scalarisés du fait de la guerre, de 8 ans jusqu'à 15 ans. Il fallait que je les recycle. On me demande aussi d'expérimenter une méthode Malik-Ezina, méthode qui se mettait, il fallait que je l'expérimente. Il paraît qu'on m'a dit par la suite que ça durait très longtemps. Je suis enceinte de mon futur fils. Je choisis un médecin algérien, docteur Alouche. Alors que les personnes que l'on connaissait, enfin, un médecin algérien, qualité, etc. Donc, qui était la clinique Saint-Eugène. J'ai cette classe, et quand les enfants me dessinent pour la première fois, c'est des hélicoptères, c'est du sang, c'est des choses... Ah oui, de la guerre. Et c'était des enfants qui n'avaient pas été scolarisés. C'est quelque chose d'étonnant. Hein. Donc, j'ai eu cette classe, je les ai tous recyclés, sauf une. Non, parce qu'ils allaient de 8 ans jusqu'à 15 ans. Vous voyez. Et en fait, le maître d'arabe, parce que je ne comprenais pas que chaque fois que j'arrivais près de cette jeune fille, ça devait être une Kabyle. Hein, elle était très fine. Elle se mettait à trembler.
Alors je ne comprenais pas, moi. Et le maître d'arabe me dit que c'était pas moi, mais que toute sa famille avait été tuée. Vous voyez. Et vous étiez la représentante, en tout cas. Elle entendait la voix, c'est le français. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, elle était assez âgée, elle devait avoir 13-14 ans. J'ai pas pu la... Non, mais c'était terrible parce que je ne comprenais pas. Donc, il y a cette clinique, donc je vais pour l'accouchement, donc ma mère m'accompagne, et bon, il n'y avait pas le docteur Alouche, qui n'était pas là, à la clinique, et puis il avait une grosse tête, donc c'était pas facile du tout, mais enfin bon, tout s'est passé. Donc j'étais dans la clinique avec que des Algériens. C'est intéressant d'ailleurs de voir, parce que toutes les infirmières venaient demander à maman comment ça se passait, etc. Puis ma mère aimait bien circuler, discuter, etc. Donc, et puis elle leur donnait des ordres pour que je sois correctement. Enfin, là, tout s'est bien passé. Voilà, 65, Bollorine, enfin Saint-Eugène, etc. La naissance de Xavier Arnaud. Je suis retournée en 2004 en Algérie à des amis de Timémoun. Je suis allée donc en Algérie avec une amie qui avait accouché à Alger 5 ans après dans la même clinique. Le séjour a été réparti entre Timémoun et Alger. Donc c'est comme ça que je suis retournée à Alger. Et vous êtes retournée un petit peu sur les endroits où vous aviez à Saint-Eugène? Je suis retournée parce qu'on était hébergés chez Fadila Sahraoui, qui a eu un parcours assez parallèle. Pendant que j'étais en Hippocagne à Alger, elle était à l'université, elle a 50 plus que moi, je crois. Et en fait, c'est elle qui avait mis en place un institut de langue. Je lui ai demandé si c'était possible de retourner voir ce qu'on appelait le lycée Bugeaud, de retourner voir la clinique. Ça faisait 30 et quelques années que j'étais pas revenue. 2004, Xavier Arnaud est né en 65, donc vous voyez ce que ça fait. Et donc on retourne, donc il y a marqué Bollorine, tout le monde dit là, et puis Alger, ils ont peint en bleu, un bleu grec qui n'est pas du tout le bleu algérien. Et on rentre avec Soisic. Alors là, rien n'avait changé. Genre, l'odeur, les machins, c'était la peinture, tout était pareil. On s'approche, bien sûr, deux mamies françaises qui viennent. Tout le monde était, vous imaginez, les sages-femmes, les infirmières, tout le monde était là. Et, alors, je dis, excusez-moi, mais on vient revoir des lieux où j'ai accouché. Elle me dit, alors elle demande où est-ce que vous êtes. Soisic a accouché 5 ans après moi. Alors elle demande, Soisic dit, en bas. Je dis, en haut. Et donc on a parlé, etc. J'ai oublié de vous dire. Je vous en prie. Pendant 63-65, on est parti pour aller à Boussaada. Sur la route, donc on s'est arrêté parce c'était très chanceux avec des moutons le long des etc. Vous citiez les coquelicots et tout, il y a des endroits. Et on s'arrête à Biskra pour prendre un café, moi je prends un thé, etc. Et s'arrête devant nous un officier et qui dit à Alain, il lui dit « Bonjour Alain, comment tu... » Oh non. Oui. Et nous, bon. Il dit, mais... Parce mon mari faisait des colonies de vacances tous les étés. Et il a fait en sorte d'avoir toujours des pieds noirs et des Algériens. Et cet officier lui dit, je viens te remercier de m'avoir pris comme moniteur. Ça m'a permis de ne pas être interrogé ou de passer.
ça l'a sauvé. Vous voyez? Et nous, on ne savait pas ça du tout. Elle a appris. Et c'est intéressant de savoir des choses comme ça. Hein. Donc on arrive après à Bousaada, alors très entouré, etc. Et il y a eu une soirée pour la chasse au lapin, ou je ne sais pas, etc. Donc on y va. Et vous savez, les nuits, elles sont fraîches. Moi, je suis frileuse, je me mets j'ai froid, et je sens qu'on me recouvre ça, très gentiment d'ailleurs. C'est la discrétion que j'ai. Donc, je suis là. Et le lendemain matin, je trouve devant notre porte une peau d'antilope qui était offerte. Et cette peau d'antilope, elle a été à la forestière pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'elle s'abîme, vous savez, comment un peu une peau. Voilà. Donc c'est un moment assez intense. Et c'était des anciens de la LN ou la FLN, ou je sais pas, mais on a été très très bien accueillis. Pour moi, l'Algérie, c'est quelque chose qui est très proche de moi. Mais comme j'étais toute seule, puisque j'ai divorcé, puis mon mari est décédé, je pouvais, ma femme seule, retourner en Algérie, c'était pas facile, c'est ça. Mais en même temps, je suis imprégnée de l'Algérie. Je me suis imprégnée. J'aime j'aime les bijoux, vous allez voir ça, j'aime ça. Oui, mon nom, c'est très vaste. C'est ce qui a fait ce que je suis peut-être. L'Algérie a fait ce que j'ai pu être par la suite. Voilà.